On valorise beaucoup, de plus en plus, et j'en suis, la richesse de la diversité ethnoculturelle, de la diversité de genre, de la diversité des corps. Mais je ne suis pas sûre qu'on valorise autant les diversités intergénérationnelles. Ces échanges internationaux se passent spontanément. Dans l'histoire des villes, ça s'est passé depuis des millénaires. En fait, la question qu'on pourrait se poser plutôt, qu'est-ce qu'on a fait pour les rendre plus difficiles aujourd'hui? On vit dans une société où les jeunes sont ensemble, les adultes sont ensemble, les personnes âgées sont ensemble et on manque d'occasions pour se rencontrer, pour qu'il y ait des maillages entre les générations. C'est sûr que vu qu'on reste cloisonné, bien, on entend juste des histoires ou des faits qui demeurent isolés, tu sais, puis ça fait une tendance à la généralisation. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est que quand on a un thème, une passion qui est commune, c'est là qu'on se rend compte que il n'y a pas de différence d'âge. Les réseaux d'appartenance et de sociabilité se sont effrités, mais en même temps, souvent, on cherche moins une multiplication de milieux, mais peut-être des liens un peu plus significatifs. C'est la 7e édition de la fête des récoltes, de la récolte des générations. Et c'est le moment où est-ce qu'on célèbre la fin de la saison. Dans le fond, la mission de l'organisme, c'est de créer des liens intergénérationnels au travers d'activités comme le jardinage, l'alimentation, l'environnement. Donc, on invite les gens à venir jardiner à notre jardin collectif dans l'objectif de dynamiser la communauté et de faire du partage aussi de connaissances entre les diverses générations. Je ne suis pas sûre qu'on valorise autant cette richesse de diversité entre des gens d'âge différents. Et je pense que c'est en partie lié à un comportement âgiste envers les personnes âgées que malheureusement on identifie un peu comme étant un peu moins intéressantes, un peu moins sexy, un peu moins de leur temps. C'est comme si on associe à une catégorie de citoyens des étiquettes ou des comportements ou des caractéristiques qui sont homogènes. Alors, un peu comme je vous disais, on peut dire que les jeunes sont délinquants, que les jeunes consomment abusivement, que les jeunes, bien, de la même façon, on va dire les personnes âgées sont réticentes au changement, sont plus spirituelles, les personnes âgées sont isolées socialement, tout ça. Alors que, par exemple, la question de la réticence au changement, on parle de gens qui ont traversé des révolutions majeures dans la société au niveau du genre, au niveau de la sexualité, au niveau des technologies. C'est incroyable tout ce qu'ils ont traversé. Dire que les personnes âgées sont réticentes au changement, pour moi, ça ne fait pas de sens. Et à la blague, je vous dirais, demandez à un adolescent de changer de chambre. Vous me direz si la question d'être réticent au changement, c'est une question d'âge. Les jeunes, quand ils commencent à s'intéresser à nous regarder, pas comme des vieilles, des vieux finis, et ils trouvent qu'on est intéressant. Des fois, les personnes âgées, ils aiment ça, pas être juste comme ensemble, juste
entre personnes âgées. Ils aiment ça être avec différentes personnes, dont nous, qu'on est quand même jeunes. Puis c'est le fun d'être tous ensemble. Puis aussi, ils pouvaient travailler et ils pouvaient nous aider ou nous expliquer des choses parce qu'ils connaissent quand même bien ça. Quand tu commences à te rapprocher d'un jeune, tu te rends compte qu'il est très allumé dans toutes sortes de choses. Ça fait du bien à toutes les tranches d'âge de se faire stimuler, se faire conseiller, permettre des échanges selon son vécu de vie aussi. De pelleter un rang dans un jardin, à un certain âge, c'est peut-être moins facile, tandis que d'avoir une jeune famille qui va venir, qui va mettre la main à la pâte pour faire des corvées un peu plus difficiles, tandis qu'un aîné qui a plus de connaissances, disons, sur comment est-ce qu'on entretient le jardin, comment est-ce qu'on engraisse le sol, qu'on va amender, qu'on va... différentes techniques de culture. Donc, au fil du temps, ces échanges-là deviennent naturels, puis c'est ce qui crée la force, dans le fond, du projet, là. Je pense que j'ai manqué aucun événement depuis 5 ans. Il y a eu des prestations musicales, il y a eu des ateliers on va dire, de bricolage, d'artisanat, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des fêtes avec des épluchettes de blé d'Inde. Il y a eu même du cinéma en plein air le soir. Ça m'a bien marqué, ça m'a bien plu parce que vraiment, on se rassemble. C'était vraiment comme un sentiment d'appartenance à ma communauté. Ça m'a apporté ça, moi. Ouais. Quand on s'intéresse à l'intergénérationnel, on a donc beaucoup de défis parce qu'il faut connaître les réalités des différentes générations qu'on met en lien et donc être très conscient des enjeux que ça soulève. Aujourd'hui, on a finalement une ville avec des lieux très programmés, en fait, très spécialisés, qui essayent d'être très performants, mais de manière très spécialisée pour un groupe d'âge et même, je dirais, pour une représentation que l'on se fait d'un groupe d'âge. Donc, en vieillissant, bien évidemment, ces lieux et ces moments qui étaient autrefois disponibles ne le sont plus. Le défi est probablement de trouver de quelle façon ces lieux qui sont peut-être moins denses, de quelle façon on peut créer peut-être des noyaux dans lesquels on puisse trouver des équipements, des services qui desservent à plusieurs moments dans la vie des personnes. Il y avait des étudiants qui étaient très préoccupés par les questions de sécurité alimentaire, de sensibilisation à l'environnement, et ils se disaient pourquoi pas profiter vraiment d'un espace vert pour le transformer en espace d'expérimentation avec la permaculture. Et là, ça fait 7 ans que le projet existe, qu'il prend différentes formes. Des fois, il prend aussi la forme de partage des connaissances avec des jeunes du primaire, du secondaire. On implique nos étudiants, en fait, pour partager ce qu'ils ont appris avec des étudiants plus jeunes. J'ai observé plusieurs choses très intéressantes au niveau des échanges intergénérationnels. Ça a créé vraiment la motivation pour mes collègues qui parfois peuvent avoir un rôle plus administratif. C'était comme, oh, OK, c'est vraiment, ça me motive à continuer mon travail. Je ressens que j'ai un impact concret sur la communauté étudiante, par mon travail, mais aussi par mon implication bénévole pendant l'heure du lunch ou après le travail. On se fait des fois des séances de travail de 5 à 7 et on échange entre étudiants et personnel. Parfois, on accueille aussi des petits, surtout au niveau de la maternelle. On fait des rallyes ludiques pour leur montrer différents aspects de la biodiversité, leur faire toucher, goûter, sentir. Et ils sortaient de cette séance d'animation d'abord un peu fatigués, mais très, très motivés à dire « Ah, je peux susciter un changement ». Et on fait le pari qu'à long terme, ça va les rendre des leaders plus responsables, plus engagés avec leur communauté. J'aime ça, apprendre des trucs aux gens, qu'ils soient plus jeunes, plus vieux, du même âge que moi.
J'aime ça aussi apprendre des autres personnes. C'est très gratifiant. J'ai participé à d'autres activités. C'est pas la première fois que je suis ici. Je suis venue à quelques autres rencontres. J'ai trouvé que la plupart des gens étaient beaucoup plus vieux. Et puis, j'ai quand même appris quelques affaires que je pense que j'aurais pas appris d'autres endroits. Par exemple, certaines plantes comme la plante de framboise. Apparemment, le meilleur thé qu'on peut faire, c'est avec les feuilles de framboise. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pas nécessairement appris à l'école. Puis je trouve que ce genre d'expérience, c'est ce qui te permet d'échanger des informations qui peuvent être enrichissantes comme ça. À mon avis, les projets intergénérationnels sont essentiels pour rendre nos sociétés plus résilientes. Je crois que la pression pour la productivité, pour la croissance, ça a rendu notre mode de vie très compartimentalisé. On prend très peu le temps de bâtir des relations sociales et les projets intergénérationnels peuvent nous donner accès vraiment à l'expérience de différentes personnes de toutes les origines, où on a vraiment un esprit de communauté, puis on sent qu'on a un impact sur notre milieu de vie et on ne le sent pas, on l'a en fait de façon très, très réaliste dans notre quotidien. La cohabitation intergénérationnelle, ça pourrait être une alternative d'habitation qui implique différentes générations, parce que ça ne va pas être seulement des jeunes personnes et des personnes très âgées. C'est pas une colocation, c'est une cohabitation. Donc, vraiment mettre à profit les expériences de chacun, partage de connaissances, partage même de simples moments de vie, donc de créer une expérience, un lien fort. Les différentes générations vont pouvoir s'apporter entre elles. Moi, j'avais une coloc qui était ici, faire une histoire courte. Cette dame-là est décédée. Et puis, quand elle est décédée, bien, elle me disait tout le temps « J'espère que tu vas te faire quelque chose ou trouve-toi quelqu'un pour habiter avec toi ». On m'avait parlé des habitations partagées. C'est un bel organisme. Puis, je pense que les gens, ils sont pas au courant de cet organisme-là. Les initiatives de cohabitation intergénérationnelle amènent plusieurs bénéfices pour les aînés et les d'autres générations, tels que briser l'isolement social, la recherche aussi d'une présence à la maison, d'une sécurité. Aussi, c'est le développement d'une relation significative. Puis aussi, on peut parler d'un logement à moindre coût pour l'une ou l'autre partie. Donc nous, ça a été un match parfait. Ça a été vraiment cool parce que ça a été la première qu'ils m'ont offert. Puis tout de suite, ça a fait. Il fallait une place que je me sente comme chez moi. Puis que mon chien aussi ait des libertés, des endroits, que ça aille bien aussi, là. Quand tu es étudiante, puis tu veux vraiment réussir, puis si tu as quelqu'un qui t'appuie en arrière, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire ta réussite. Pour moi, c'était important ses études, c'était important quand il y avait un échec, c'était important quand elle avait des notes, puis qu'elle montait en haut, puis qu'elle disait « Hey Hélène, j'ai eu 100 dans mon examen! » J'étais « Oui, Cathy, tu vas l'avoir, puis let's go, t'es capable! » Bien, dans le fond, Hélène est très ouverte d'esprit, donc elle me faisait penser à ma tante, fait que c'est très familier, puis ça a été super fluide tout de suite. Pour que ça fonctionne, donc tu dois avoir vraiment un souci au niveau du recrutement, des personnes qui vont s'engager à vivre une telle expérience, la volonté justement d'un échange réciproque. C'est pas juste de mettre des familles, des aînés l'un à côté de l'autre, c'est de faire des activités qui vont créer justement l'échange, qui vont créer le développement de la relation. De rentrer à la maison puis de savoir qu'il y a quelqu'un à qui tu vas t'occuper, pour moi, c'était important. Ça m'a montré d'autres choses, puis ça m'a dit, quand tu vas arriver chez vous, tu n'ouvriras pas la porte en disant, il y a juste Maya. Tu vas ouvrir la porte, puis tu vas dire, OK, coucou, je suis arrivée, OK, tu vas pouvoir poser des questions, tu vas pouvoir jaser avec quelqu'un. On n'est pas du même âge, on n'est pas du même calibre, on n'a pas toujours les mêmes choix, mais peu importe, je pense qu'on devient complice à quelque part dans ces situations-là. Quand Cathy avait des grosses journées puis que ça allait pas versus les travaux ou quelque chose comme ça, bien, c'est ça, on en jasait. Mon but premier pour moi, c'est qu'elle réussisse vraiment son cours puis qu'elle se sente bien dans ce qu'elle fasse, là, puis qu'elle ait une belle avenir.
Ça a été vraiment une bonne rencontre pour moi, là. Puis je veux sortir du Saguenay avec mon diplôme en poche, donc ça a été une expérience prometteuse. Je recommanderais les habitations partagées, oui, parce que je pense que la vie fait qu'à un moment donné, tu as besoin d'entraide. Tu peux pas rester tout seul puis te laisser dépérir, là. La cohabitation m'a montré qu'on était capable de vivre avec d'autres personnes. Je recommencerais si j'aurais besoin, là. Salut, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Gaspard et Yang, ils font partie du programme de mentorat du Bureau de cinéma et de télévision du Québec. Ce sont deux personnes bénévoles, un qui s'est proposé comme mentor et l'autre comme mentoré. Les étudiants qui étudient le cinéma et la télévision au Québec, ils ont une formation extraordinaire. Mais une fois sur les lieux de travail, ce n'est pas toujours évident de décoder, de comprendre comment ça fonctionne, de bien s'intégrer dans une équipe. Donc, on demande aux mentors, des bénévoles qui sont déjà dans le milieu depuis un moment, qui ont une passion pour ce milieu-là, d'accompagner un étudiant qui vient tout juste de terminer ses études ou qui est sur le bout de terminer ses études, qui peut-être qui commence tout juste son premier emploi, l'aider à naviguer ce milieu vraiment nouveau pour lui ou pour elle. Je pense que j'ai toujours été intéressé par peut-être enseigner. C'est peut-être un truc qui m'aurait plu si je n'avais pas fait des effets spéciaux, une animation. Et je pense que quand on m'a proposé ce programme de mentorat, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'essayer de voir un peu déjà si ça me plairait, parce que c'était un programme un peu plus court, que ça m'engageait pas non plus de manière professionnelle là-dedans. Et puis en plus de ça, ouais, je pense que comme l'enseignement, en fait, je pense que c'est quand même un peu un échange aussi. On apprend tout autant des élèves que j'ai l'impression que les élèves apportent tout autant aux professeurs que l'inverse. Et j'espérais un peu aussi avoir un peu cet échange-là. Le mentorat vise le développement global du mentoré. Alors, on ne se préoccupe pas seulement de ses habiletés ou de compétences, et d'ailleurs, c'est une nuance qu'il faut faire avec le coaching. Le mentorat nous invite à nous intéresser à la personne dans toutes ses dimensions. T'as reçu le contrat? Cool! Oui, oh my god, je suis tellement excité. Tu commences quand? La première semaine de juillet. Ok. Fait que dans pas long. Le mentor, d'abord, il faut le dire, c'est pas un patron, c'est pas un parent, c'est pas son frère, sa sœur. C'est une relation autre, qui est particulière, qui est singulière. Alors, un mentor, c'est une personne qui nous inspire. C'est une personne auprès de laquelle on a envie de se développer, on a envie de cheminer, qui représente, moi j'aime bien dire, qui représente la sorte d'adulte qu'on veut devenir. Yang et moi, on a plus de 10 ans d'écart. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes références. Ce qui fait qu'on s'enrichit l'un l'autre en fait, parce que moi je lui apporte des références que j'ai pu découvrir dans ma jeunesse que lui n'a pas pu découvrir, et puis vice-versa, il a des références qui ne sont plus de ma génération. Donc ça c'est déjà vachement intéressant, c'est quelque chose qu'on s'apporte l'un l'autre. Et d'un autre point aussi, c'est au niveau technologie. Même si je suis quand même le genre de personne à toujours être un peu au courant des dernières technologies, parce que ça fait partie de mon métier, il aborde des nouvelles technologies plus rapidement que moi, parce que moi c'est souvent en rapport avec mon travail, alors que lui c'est vraiment pour une recherche personnelle, et puis parce qu'il est jeune, il est jeune et que du coup il est né là-dedans quoi. Et donc du coup cet apport intergénérationnel qu'il y a entre nous, c'est surtout au niveau culturel et au niveau technologique qui, pour ma part, je trouve intéressant. Je voulais essayer le mentorat pour m'aider à donner plus d'insight, plus de critique à ce que je fais et à connaître aussi plus en général qu'est-ce que c'est l'industrie du cinéma. Gaspard, il est très très gentil comme personne, mais il ne va pas hésiter à donner son avis honnête si je lui demande, gentiment bien sûr. Alors, et ça j'apprécie beaucoup. Il est aussi très humble, malgré le fait qu'il est dans une position de superviseur à 33 ans. Normalement, les soupes sont dans la quarantaine, cinquantaine. C'est les personnes qui gèrent des studios, dans le fond.
Alors, malgré son jeune âge, il est dans cette position-là et que moi, je trouve ça très, très impressionnant. Alors, je sais que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Il y a des informations qu'on ne peut presque pas avoir autrement que dans les interactions avec les autres. Toute l'expérience vécue d'un mentor, ça se trouve pas dans les livres, ça se trouve pas dans une salle de classe. Et cette personne-là peut se raconter, peut donner des exemples, peut parler de comment elle a ressenti, elle a pensé dans cette situation-là. Alors, c'est de l'information privilégiée qu'un mentor peut nous offrir. Moi, je suis quelqu'un un peu trop eager, genre je veux toujours foncer. Toi, tu me dis, OK, analysons la situation, on fonce après. Et ça, je le constate et je vois et j'apprécie beaucoup. Je suis la force tranquille et ouais, c'est ça. C'est ça. Logique. Mais je sens le pragmatisme que tu as par rapport à moi et ça, pour moi, c'est très positif. Cette impression de penser à la plus longue... Plus long terme? C'est ça, plus long terme que je réalise que quand on est jeune, on a moins conscience de ça. Moi, je trouve que la différence d'âge qu'on a, ce que tu m'as apporté pas mal, c'est cette énergie que tu as avec les projets que tu veux faire. C'est vrai que quand tu sors des études, à la fin des études, tu as plein d'envie et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve que j'ai peut-être perdu sur ces dernières années parce que je me suis dit, tiens, je vais faire mon travail, mais j'avais plus forcément cette énergie de faire plein d'autres projets autour, quoi. Surtout autour de la 3D, en fait. Ah, OK. Alors que là, ouais, j'ai un peu apporté ça et c'est cool. Oh, ça veut dire que ça va peut-être partir des propres projets. Je vais pas aider. On commence à concevoir de plus en plus le mentorat comme un modèle, non pas d'apprentissage unidirectionnel, mais d'apprentissage bilatéral ou bidirectionnel. Donc, c'est intéressant parce que l'intergénérationnel devient un atout pour les deux parties. Donc, la personne avec plus d'expérience, cette expérience a une valeur incalculable, a une expérience de vie, peu importe les milieux qui changent, cette sagesse-là est souvent un appui psychosocial pour le mentoré ou la mentorée d'une très, très grande richesse. Par contre, quand on fait des entrevues à la fin de programme auprès des mentors, souvent, une remarque qui revient, c'est « j'espère seulement avoir transmis autant à mon mentoré ou à ma mentorée qu'il ou elle m'a transmis ». Le projet Partage, en fait, c'est la mise en place, la mise sur pied d'une activité d'échange intergénérationnel entre des aînés et des jeunes d'une même communauté. Puis le but principal, c'est pour aller partager les savoirs, les expériences des uns et des autres. Moi, en tant que formatrice, là, ce qu'on a eu à voir beaucoup, c'est des aînés qui disaient « Bien, je ne sais pas quoi dire aux jeunes. Est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à nous? » Tout le monde a été jeune à un moment donné. Il y a des expériences qui sont similaires qu'on a vécues. Oui, l'époque elle peut être différente, mais souvent quand on pense à la communication, on se dit « Ah, les jeunes sont toujours sur leur téléphone, mais c'est quoi le besoin derrière ça? C'est de communiquer. » Ben, jadis, peut-être qu'on écrivait des lettres, on prenait le téléphone. Le besoin reste le même, c'est de la communication. Fait que si on s'attend plutôt sur l'objectif, plutôt que le moyen, bien, on se rend compte qu'on est pareil, peu importe l'âge, finalement. Dans le fond, les ateliers de préparation qu'on met en place pour le projet Partage, ça aide un peu à préparer les aînés à faire face à ce qu'ils vont rencontrer auprès des jeunes. Quand on a un thème, une passion qui est commune, c'est là qu'on se rend compte que il n'y a pas de différence d'âge. Si on aime la photographie, si on aime le jardinage, si on aime la lecture, la musique, ça fait comme tomber cette nécessité des fois de catégoriser. C'est surtout les aînés qui sont pas mal plus isolés dans la société. Bien là, ils se disent « OK, je peux participer à quelque chose, puis mon expérience peut servir à d'autres aussi ».
On le voit, le bienfait, on voit le sourire de part et d'autre et l'intérêt. Il y a autant de diversité dans les expériences, de diversité intergénérationnelle que de diversité intragénérationnelle. On voit les bénéfices. Les bénéfices sont trop évidents. On veut juste continuer. Et je suis convaincue que si plus d'entreprises et d'associations étaient au courant des bénéfices de ces programmes-là, ils embarqueraient aussi. Il faudrait un ministère de l'intergénérationnel, il faudrait des tables de concertation qui rejoindraient le ministère de la Famille, le ministère de l'Enfance, le ministère de l'Habitation. Vraiment qu'en tant que société, on mette plus d'efforts dans ce type d'initiative. La municipalité joue un rôle important parce qu'elle peut donner direction à la manière dont son territoire est structuré, à la manière dont les services, les équipements collectifs sont distribués sur l'espace. Les sphères des possibles de l'intergénérationnel sont excessivement larges. Ça fonctionne en autant qu'on cible les bonnes personnes et que le projet fait sens pour tout le monde. Ce qui est vraiment encourageant pour toutes les initiatives intergénérationnelles, c'est la discussion. Le fait que les organismes parlent entre eux, qu'il y ait justement des documentaires, qu'il y ait des recherches qui sont faites sur les bienfaits, sur les freins leviers. Donc tout ça va être porteur de subventions au niveau de l'importance de développer la solidarité entre les générations. Je pense que c'est une des leçons intéressantes de la crise sanitaire qu'on vit en 2020. On voit que c'est possible de faire des changements quand même importants. Pour moi, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui devient plus clair, qui peut nous faire voir avec plus d'optimisme notre capacité d'action pour transformer nos villes et nos quartiers. Au fil des rapprochements intergénérationnels, l'isolement se brise, l'âgisme et les tabous sur la vieillesse disparaissent et la marginalisation des minorités s'estompe. Au fond, l'intergénérationnel propose des solutions à de nombreux défis traversés par notre société. Si la pandémie a malheureusement ralenti et complexifié ces rapprochements, elle a toutefois démontré qu'il est vital, plus que jamais, de recréer des liens solides entre les générations, afin de bâtir une société inclusive, ouverte et solidaire.